Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Si vous nous suivez, j'allais dire en matinée, bonjour à vous. J'espère que vous avez la forme. Le Forum des rédactions, c'est votre émission de l'actualité qui parle de l'actualité de la semaine. Et voilà, nous sommes donc au rendez-vous avec les débatteurs pour faire le débat sur deux sujets d'actualité qui ont marqué cette semaine. Et si vous avez suivi de près l'actualité au Bénin, chez nous, vous auriez compris que cette semaine, le porte-parole du gouvernement a donc accordé un entretien à une chaîne togolaise et vous avez suivi peut-être ces propos. Nous allons revenir donc dans ce débat sur l'environnement politique actuel et qui, pour succéder véritablement à Patrice Talon en 2026, nous allons mener une fois encore ce débat, puisque c'est un débat qu'on ne cessera pas de mener jusqu'à ce que ceux-là qui sont des potentiels candidats s'affichent et s'affirment. Mesdames, Messieurs, nous parlerons également au cours de cette émission du nouveau code de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Un nouveau souffle, c'est une interrogation. Nous essaierons de vous montrer ce qui a changé dans le nouveau code et ce que ça pourra donc apporter à la profession. Voilà un peu l'ossature de cette émission. C'est Marcel Yeddo, jeune et compétent, qui la réalise. Juste derrière lui, c'est le preneur de son, il a nom Gérard Rounsa. C'est Martin Toinse qui est à la diffusion. C'est grâce à Modeste Mondekmondi que vous nous suivez sur les différentes plateformes. Je voudrais profiter pour souhaiter donc bonne fête de la Journée internationale de la femme à toutes les femmes du monde et en particulier celles du Bénin. Nous souhaitons qu'elles s'affirment davantage, qu'elles s'imposent et pourquoi pas. Aujourd'hui, quand même, nous avons déjà une impression très positive de leur positionnement sur l'échiquier national et nous sommes là pour les soutenir. Je vous présente les débatteurs dans un court instant. Stéphane Akinou Rossou, bonjour. Bonjour Mauril Agua, bonjour aux amis téléspectateurs oui, votre caméra est de ce côté. Qui ont toujours pris du plaisir à nous suivre sur Eden TV. Très bien. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Bien évidemment. J'allais dire Hugues Zogo, bonjour, bonsoir. Bonjour Maurice, bonjour Stéphane, bonjour également à nos téléspectateurs qui prennent le rendez-vous de cette émission, le Forum des rédactions. Vous êtes sur ce plateau, vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous êtes directeur de publication de l'Indépendant, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, vous avez plusieurs romans à votre actif, plusieurs livres, j'allais dire, à votre actif. Merci pour votre mission républicaine et merci d'avoir accepté mon invitation une fois encore. C'est un plaisir partagé de pouvoir me retrouver sur ce plateau. Nous avons suivi au cours de cette semaine un entretien accordé par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, je voudrais nommer M. Wilfried Léandre Ongbedji, qui a répondu à la question en ce qui concerne la succession du président Patrice Talon. Suivons un extrait de ses propos. Si vous avez la nationalité béninoise et que vous remplissez les conditions, vous pouvez être dauphin. Donc les dauphins, c'est tous les Béninois. Aujourd'hui, c'est tous les Béninois qui remplissent les conditions pour être président de la République. Mais le président, à un moment donné, il portera son choix sur son remplaçant. Évidemment, puisque s'il y a 12 millions de dauphins, il y en a un seul qui s'assierait sur le siège le moment venu. Donc à l'intérieur de tous les potentiels, il finira avec les partis qui forment la majorité présidentielle aujourd'hui, il finira par faire le casting qu'il faut pour proposer au peuple béninois quelqu'un qui irait à la conquête du pouvoir pour prolonger la dynamique qui est en cours actuellement et faire en sorte que le progrès, le développement qui a commencé, que nous voyons, demeure
même au-delà du président Talon. Mais de qui il parle souvent, à qui il fait appel régulièrement? Ben, il ne m'a pas encore fait la confidence de me dire à qui il pense. Alors, vous avez suivi donc les propos du porte-parole du gouvernement, Hugues Hector Zogo. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse du porte-parole du gouvernement? C'est une très belle réponse que le porte-parole du gouvernement a servi à d'autres confrères togolais dans le cadre de cet entretien qui a été À l'en croire, vous êtes également un dauphin du chef de l'État. Puisque je renferme quand même les conditions. J'ai la possibilité... Vous remplissez ces conditions oui, également? Je remplis ces conditions. Vous le pensez? Oui, je ne crois pas. Si, je remplis les conditions. Ou du moins, en 2026, en 2026, vous auriez déjà rempli les conditions. Évidemment. D'accord. Donc, je pense déjà pour l'avenir. D'accord. Donc, je trouve quand même que c'est une très belle réponse. Cette réponse qui permet déjà à nos concitoyens de savoir que n'importe qui, remplissant les conditions, c'est-à-dire se retrouver à 40 ans d'âge, par exemple, bénéficier de ses droits civils et politiques, a la possibilité de se retrouver dans la posture de quelqu'un qui pourrait être dauphin du président de la République. Et donc, ça ne pose pas du tout de problème. Il faut que les citoyens béninois commencent par se dire, si je suis prêt, si j'ai les moyens. Quand je parle de moyens, je ne parle forcément pas de moyens financiers. Oui. Si les caractéristiques de ce dauphin-là, je les remplis et que j'ai mon lobby susceptible de souffler aux oreilles du chef de l'État que je suis la bonne personne, ils peuvent quand même se retrouver sans inquiétude. Alors je pensais que quand on parle de dauphinat ou du dauphin, que ce n'est pas n'importe qui, que ce n'est pas une personne lambda, que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, que c'est quelqu'un qui est connu dans la séraille politique, que le chef de l'État juge quand même capable de prendre les rênes du pouvoir. Oui, c'est probablement la compréhension que j'ai aussi du dauphinat. Mais lorsque le porte-parole du gouvernement répond de cette façon à notre confrère, il faut comprendre que c'est un langage plus ou moins politique, pour ne pas dire que c'est un langage plus ou moins poli, pour éviter toute autre controverse. Sinon, que je pense que le dauphin, c'est celui-là à qui le chef de l'État voudrait bien tendre la pêche pour dire je te porte comme mon candidat. Sauf que ici, ce n'est plus le chef de l'État intuito personnel qui va porter un candidat, ce sont les partis politiques qui porteront désormais les candidats. Donc, le chef de l'État peut souffler à l'oreille des formations politiques qui soutiennent son action, qu'il a un penchant pour tel. Et tel que les choses devraient se faire, si le chef de l'État souffle des noms de candidats aux formations politiques qui soutiennent son action, il reviendra à l'interne à ces formations politiques de voir si ces candidats qui sont proposés par le chef de l'État correspondent ou répondent au profil souhaité par les formations politiques. Et donc, en l'espèce, la grosse interrogation reste à savoir si le chef de l'État aujourd'hui proposait un candidat, les partis politiques qui soutiennent son action sont d'accord pour en fait, porter cette candidature ou ils vont souhaiter, n'est-ce pas, donc faire à l'interne un filtrage pour sortir un candidat. Ce qui aurait été, je pense, l'idéal. Le principe de dauphinat ou de dire que c'est magnétique à la gestion du pouvoir d'État. Donc, si ces formations politiques, ces acteurs politiques se sont sacrifiés derrière le chef de l'État pendant 10 ans et espèrent qu'à son départ, ils vont prendre le contrôle, espèrent que le chef de l'État va rester soudé derrière eux pour porter
des candidatures, si à la dernière minute, le chef de l'État, je ne sais pas si c'est le mot échafaudage correspond non, à... Parachute. N'est-ce pas? Donc, un candidat pour dire, bon, je voudrais que vous le portiez, ça va créer des frustrations. Et tel que la réforme du système, du système partisan est conçue, je doute fort que ça puisse respecter même l'esprit de la réforme du système partisan. Donc il faut que les partis politiques eux-mêmes réfléchissent pour désigner des candidats qui répondent... Organisent des primaires. Organisent des primaires, détectent des candidats, choisissent des candidats qui répondent aux desiderata, n'est-ce pas, donc des partis politiques. Parce que la plupart du temps, lorsque on parachute, on amène des candidats de l'extérieur, c'est que la symbiose, la synergie, le principe de redevabilité qu'il devrait y avoir entre ces candidats qui sont portés et les formations politiques, il y a quelque chose qui ne va pas toujours. Donc, c'est pour cela que je ne suis pas toujours pour le principe de Dauphinat. C'est vrai que le chef de l'État peut avoir des penchants, mais il reviendra aux formations politiques, n'est-ce pas, donc de décider de leur sort et de choisir qui va les représenter au sommet de l'État. Autrement dit, lorsqu'on écoute Stéphane, on comprend donc que celui qui doit succéder au chef de l'État, il propose que ce soit un membre, comment je vais dire, quelqu'un qui appartient aux deux partis de la mouvance présidentielle ou aux partis qui soutiennent la mouvance présidentielle. Et cela veut dire quand même que si le chef de l'État veut porter son choix sur quelqu'un qui ne fait pas partie de ces partis, il va falloir... mettre les pendules à l'heure, que la personne adhère au parti et que la personne remplisse les formalités et les conditions. Qu'en dites-vous, Oumar? Excusez-moi, qu'en dites-vous, Hugues Tozogo? Non, je pense que c'est tout à fait normal. Nous avons un chef d'État qui est assez bien organisé. Parce qu'on a déjà vu par le passé un chef d'État parachuter un candidat, alors que la classe politique attendait qu'on désigne parmi la classe politique un candidat. Ce n'est pas un secret lorsque je fais allusion au candidat Lionel Zissou, qui a été donc amené par le président, l'ex-président Yahi Boni, qui devrait donc être le candidat idéal pour aller au présidentiel. À la présidentielle à l'époque, vous avez vu comment les choses se sont passées? Oui, évidemment. Comme je le disais, nous avons un chef d'État qui est très bien organisé et qui tient aussi à la discipline du groupe. Vous aviez suivi un peu l'actualité de ces dernières semaines et vous vous êtes rendu compte que la plupart de ceux-là qui n'ont pas voulu rester dans la dynamique du groupe, dans le respect de ce qui a été défini préalablement, vous avez vu que toutes ces personnes-là, je m'excuse, se sont retrouvées sous sanction. Je prends le cas d'Ambi, ministre de l'eau, par exemple, pour me limiter et mieux faire comprendre ce dont je parle. Aujourd'hui, au Bénin, ça va être très difficile qu'on ait encore le schéma Lionel Zinsou qu'on a pu vivre en 2016. Ça va être un paradoxe, par exemple, de voir Lionel Zinsou être dauphin de Patrice Talon. Paradoxe dans la mesure où il ne se serait pas retrouvé à militer au sein d'un des partis de la mouvance présidentielle avant que ce choix-là ne s'opère. Mais rassurez-vous, on est en politique et tout est possible. D'accord. Dans notre, je vais dire, dans notre parcours politique, on a vu un ancien président de la Cour... Dans le parcours politique du Bénin. Oui. On a vu un ancien président de la Cour constitutionnelle qui a quitté l'institution par démission et qui s'est retrouvé pratiquement en intervalle d'une semaine à la tête d'un parti politique. Oui. Et qui se retrouve aujourd'hui être le président du plus grand parti. Et qui l'assume correctement. Et qui l'assume. Et qui manage bien. Et donc, qui s'impose. Quand je prends par exemple le cas Lionel Zinsou, c'est pour vous dire, parce que Lionel Zinsou, au-delà de tout, reste encore un présidentiable au Bénin. D'accord. Et donc, ne soyez pas surpris, par exemple,
Il appartient à quel parti politique? Je dis, il reste encore présidentiel. Ah, d'accord. Et ne soyez pas surpris, par exemple, que Lionel Zinsou, très vite, puisse se retrouver membre d'un parti politique et que Patrice Talon le présente comme son dauphin demain. C'est des choses... Vous voulez dire que tout est possible? Tout est possible. Tout est possible. Toutes les quatre sont jouables? Toutes les quatre sont jouables. À la seule différence près de ce qu'il y a cette discipline-là du système partisan à laquelle le chef de l'État tient énormément. Donc, on va faire confiance aux différents partis politiques et les débats vont se mener au sein de ces partis politiques-là. Même si, a priori, les partis politiques n'arrivaient pas à avoir leur poids dans le choix de ce dauphin-là, je pense quand même que le chef de l'État leur donnera le privilège de ce que, effectivement, la discussion a été menée à l'interne et que, entre 2 ou 3, tout au moins, la balance a été jaugée. Et finalement, on a pu retenir un. Ça, c'est pour ce qui concerne la mouvance présidentielle, bien évidemment. Maintenant, au niveau de l'opposition aussi, ne soyez pas surpris que le même exercice se fasse. On a entendu déjà, par exemple, notre compatriote Kémy Séba, qui a tendu la perche à l'opposition, avec le parti Les Démocrates. Il n'est pas membre des Démocrates, voyez-vous. Et donc, à quelques jours, ou à quelques semaines, ou à quelques mois, on a encore la possibilité de le voir s'inscrire au niveau de ce parti politique, si plus tard, le parti se rend compte que c'est en réalité le leader qu'il leur faut pour effectivement aller aux élections et ravir la vedette au dauphin du président actuel. Est-ce que vous y croyez vraiment? Ben c'est une question qui ne souffre d'aucune insuffisance. Est-ce que j'y crois? C'est un compatriote béninois. Il n'a qu'à rentrer au Bénin et faire l'exercice. Parce qu'il a besoin, par exemple, aujourd'hui, de rencontrer les responsables religieux, les écouter. Il a besoin, par exemple, de rencontrer d'autres leaders politiques, les écouter. Ça, c'est un travail qui se fait sur le terrain. Ça ne se passe pas à l'extérieur. Donc, si Kémy Séba souhaite aujourd'hui être président de la République, il va rentrer au Bénin, il va travailler avec les différents leaders qui croient en sa vision, et pourquoi pas, ça pourrait lui sourire, cette chance-là. Ce qui me surprend, Stéphane Ahinou-Rossou, Hugues Tozogo, par exemple, dans le bloc républicain, je ne vois aucun signe d'un certain futur candidat à la présidentielle de 2026. Est-ce donc la preuve d'une discipline, vraie discipline de groupe, ou bien ce n'est que le dessus de l'iceberg que nous voyons? D'abord, sur la question de la discipline de groupe, c'est vrai que c'est une nouvelle posture dans laquelle les partis politiques se retrouvent. Mais pour moi, en tant qu'observateur, lorsque j'analyse de loin, je trouve que cette posture souffre de quelques insuffisances dans la mesure où on constate que parfois, il y a du deux poids, deux mesures. Tout à l'heure, Hector parlait du ministre, de l'ancien ministre de l'eau, Adambi, qui a été démis de ses fonctions du gouvernement, qui a été limogé, démis de ses fonctions au niveau de sa formation politique pour des raisons d'insubordination ou de solitude, de non-respect, de discipline de groupe. Voilà. Mais par contre, on constate par exemple que d'autres membres du BR ont des attitudes qui parfois sont à porte-en-faux avec la position du parti. Quand vous prenez quelqu'un comme Bertin Kofi, qui introduit un recours à la Cour constitutionnelle, qui demande que le chef de l'État brigue un troisième mandat, est-ce que c'est la position du parti? Est-ce que cette position, par exemple, de Bertin Kofi, ne devrait pas amener la formation politique à laquelle il appartient de le ramener à l'ordre? Ça, c'est une grosse interrogation que je me pose. Maintenant, pour en venir à la question, forcément, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore de candidature. Ambition.
il y a des ambitions forcément. On ne peut pas dire qu'au sein du BR, il n'y a pas d'acteurs politiques qui souhaitent briguer à la magistrature suprême. Aussi bien au niveau de l'Union progressiste. De l'Union progressiste. C'est vrai qu'au niveau du BR, Bibo Tchané n'est plus présidentiable. Mais au niveau de l'UP, Maître Joseph Tchogouinou est un potentiel candidat. Et puis, il y a plein. L'UP regorge de plein de présidentiables que moi je vois. Plein de présidentiables. Maintenant, il y a des ambitions. Mais au-delà de l'ambition, il y a la question de la discipline de groupe qui étouffe les ambitions. Donc, il faut pouvoir maintenant discuter au sein des formations politiques pour pouvoir dégager des candidats. Et c'est là qu'il y a, je veux dire, il y a le gros défi et le silence qu'il y a. C'est pour cela que parfois, moi, je me dis que le silence perdure. On ne peut pas être à quelques mois des élections et on soit encore, ou que le choix des candidats soit entouré d'un mystère. Je trouve que soit ils sont en train de travailler en sourdine, en train de mener les démarches, en train de faire les débats pour nous sortir sous peu des candidatures ou des candidats, si vous voulez, ou bien ils ne savent pas encore à quel sens se vouer, ou bien encore ils attendent que le chef de l'État leur donne des orientations. Et je ne voudrais pas croire à ça. Ils ne peuvent pas espérer que le chef de l'État leur donne des orientations, parce que c'est des partis politiques qui sont autonomes. Ce sont eux qui soutiennent l'action du chef de l'État. Donc, c'est des partis politiques qui sont autonomes. Qui devraient être autonomes. Ils devraient être autonomes. Donc, ils doivent pouvoir être en mesure de... Vous lui avez fait porter la responsabilité. Non, il a répété. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je comprends. Je comprends. On met de bémol. Voilà. Je l'accompagne pour qu'il mette de bémol. Oui. Qui devrait. Donc, on ne sait pas encore si les partis sont véritablement, totalement autonomes. C'est pourquoi on met de bémol. Ils devraient être autonomes. Ils devraient être autonomes. Ils devraient être autonomes. Maintenant, c'est à eux de dire s'ils sont autonomes. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas autonomes, ces partis. Donc, nous, on considère qu'ils sont autonomes. Donc, le principe demeure, ils devraient être autonomes. Donc, je voudrais dire qu'ils devraient être autonomes pour dire, voilà les candidats que nous portons. Nous sommes d'accord? Donc, par rapport à ça, je trouve que les débats continuent, mais le silence ne doit pas perdurer. Sinon, ça laisse croire que la réforme du système partisan piétine. Ça montre que ça piétine quelque part. Donc, il faut que les candidats la sortent maintenant. Parce que les supputations que nous sommes en train de faire sur qui peut être le successeur de Patrice Talon, je trouve que c'est lié au fait que les partis politiques traînent à nous sortir des candidats. Or, il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de... C'est vrai que dans les rumeurs qui circulent, on a ouï dire qu'il y a le ministre des Finances qui serait, par exemple, Romia Wadaï qui serait, par exemple... mais c'est chanté tous les jours. C'est chanté tous les jours. Il n'a rien dit. D'ailleurs, sa position par rapport à cet individu, j'allais dire, qui a publié sur les réseaux sociaux qu'il serait candidat. Vous vous rappelez qu'il avait quand même traduit quelqu'un devant la justice. Absolument. Donc, pour le moment, lui-même, il n'a rien dit. Mais c'est un Béninois. C'est un Béninois. Il est présidentiable. Est-ce qu'il appartient à un parti politique? Bon, ça, je ne l'ai pas ouvertement vu dans une activité politique en tant que telle. Pour le fichier comme quelqu'un appartenant à un parti politique. Mais cela n'empêche pas que... Je pense que son seul souci, c'est de travailler en tant que technocrate, ministre des Finances et de la Coopération, au rayonnement du pays. Peut-être que, Mauril, peut-être que son poste ne lui permet pas, ne lui donne pas toute la disponibilité nécessaire pour s'adonner de façon régulière à des activités politiques. Qui nous dit... Autrement dit, dans l'environnement politique actuel, oui. Qui voyez-vous succéder je vois plein d'acteurs politiques. Je vois plein d'acteurs politiques. Je ne veux pas... Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce que je continue par croire que si on dit qu'il n'y a pas d'acteurs politiques là capables d'assurer la succession du chef de l'État, il y a problème. Je trouve que ce serait une affirmation dangereuse et traiter ces partis politiques là comme
un désert de compétences. Or, c'est-à-dire pas le cas. C'est pas le cas. Il y a plein. Quand vous prenez pas, par exemple, quelqu'un, ce n'est pas pour le fait de la propagande, mais quand vous prenez pas, par exemple, quelqu'un comme le professeur Djogbenou, qui dit qu'il n'est pas présidentiable, pour quelqu'un qui est venu à la tête de cette formation politique, qui est en train de le diriger avec autant de maestria, voilà, qui nous dit qu'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour gérer ce pays. Au-delà de lui, quand vous prenez l'Union progressiste, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, s'ils peuvent arriver à trouver le consensus au milieu d'eux, entre eux, et dégager une liste de candidats, je pense que le chef de l'État peut les accompagner. On sait du BR également. Maintenant, si entre eux, ils n'arrivent pas à trouver le consensus nécessaire, ils n'arrivent pas à trouver d'acteurs politiques capables de diriger ce pays, d'assurer la succession du chef de l'État, bon, il y a une expression qu'ils utilisent maintenant. Voilà, c'est à eux de continuer la dynamique. Mais on peut continuer la dynamique de deux façons. Non, je parle de la façon la plus, comment je vais dire, la façon la plus catholique. D'accord. Donc on peut continuer la dynamique. C'est-à-dire qu'ils peuvent dégager de leur sein des candidats pour continuer la dynamique. Ou bien, s'ils n'ont pas la capacité, comme Hugues le disait tout à l'heure, ils peuvent ramener quelqu'un. Et puis dire qu'il est de leur formation politique. Nous, vous n'êtes pas contre. Non, absolument pas. Mais on aurait su qu'ils ont fait un aveu d'échec. D'accord. C'est un aveu d'échec, selon vous, oui, de ramener quelqu'un. Si ces formations politiques ne sont pas capables... De parachuter quelqu'un. Si ces formations politiques ne sont pas capables de dégager d'acteurs politiques qui ont suivi le chef de l'État fait, qui l'ont accompagné, capables d'assurer sa succession, je pense que le chef de l'État est capable de juger que personne n'est prêt dans les partis pour prendre les rênes. On avisera. On verra ce qui sera fait. Vous avez suivi avec attention Stéphane Arinrossou faire son développement. Je vous repose la question, la dernière que je lui ai adressée. Dans l'environnement politique actuel, est-ce que vous ne voyez pas quelqu'un capable de continuer la dynamique comme la mouvance aime le dire? Oui, c'est possible. C'est possible qu'on ait plusieurs compatriotes à nous qui se retrouvent... Stéphane en voit plein. Qui se retrouvent prêts à remplacer le chef de l'État, Patrice Talon. Donc, pourquoi pas parmi les députés qui sont à l'Assemblée nationale de la mouvance? Je continue de dire que c'est possible qu'il y ait suffisamment de compatriotes capables de se retrouver dans la posture de dauphin à l'actuel président de la République. Parce que s'il n'y en a pas, c'est comme si on faisait l'apologie d'un troisième mandat, par exemple, alors que notre loi constitutionnelle ne le permet pas. Le président Patrice Talon, aujourd'hui, a tellement donné à notre pays qu'il a besoin de se reposer. Il a fini, il est pratiquement à la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. C'est l'occasion pour nous de lui permettre d'avoir sa retraite comme les autres anciens chefs d'État ont également eu leur retraite présidentielle. Et quant à la question de savoir, est-ce que au sein de la mouvance présidentielle, nous avons des acteurs capables de pouvoir le remplacer, je dirais oui. Regardez déjà au niveau de ces ministres, il doit forcément en avoir. Oui. Il doit forcément en avoir. Quand vous regardez ces ministres, il doit forcément en avoir. Parce que c'est des gens qui ont travaillé à ses côtés pendant pratiquement 9 ans, 10 ans, et qui ont une certaine rigueur dans la gestion. Ils ont quand même eu la chance de connaître les grands dossiers du pays. Ils ont eu la chance de voir un peu quelle est la manière avec laquelle le chef de l'État a pu gérer un certain nombre de dossiers assez difficiles. Et moi, je voudrais quand même m'aventurer sur le profil type, pour ne pas pouvoir dire voici tel individu qu'il faut ou tel autre qu'il faut, au risque de ne pas créer de mécontents ou au risque même de ne pas faire croire que quelqu'un qui se retrouve dans de bonnes grâces est en train déjà de faire de la campagne. Parce que ça aussi, ça pourrait desservir le candidat. Qui sait? Alors, je vais m'accentuer sur cet indice. Le tout premier, c'est l'expérience politique. Aujourd'hui, si on doit
remplacer le président Patrice Talon, il faut que celui qui vienne ait effectivement de l'expérience politique. Parce que sans expérience politique, ça lui sera très difficile de suivre les différentes réformes qui ont été menées par l'actuel chef de l'État et de maintenir la barre un peu haute. Vous savez, avec le chef de l'État actuel, il y a tellement eu de mécontents. Parce que quand on parle de réforme... votre souci, c'est qu'on maintienne la barre haute. Oui, il faut qu'on puisse la maintenir et mieux chercher à aller au-delà. Parce qu'on ne va pas souhaiter que notre pays puisse régresser. Voyez-vous. Donc, par conséquent, celui qui doit le remplacer, pour moi, doit avoir une très bonne expérience politique, capable de discuter avec les différents acteurs politiques et chercher ce qu'on appelle le consensus autour des grandes décisions d'État. Deuxième chose assez importante, c'est la compétence en gestion économique. D'accord. Vous aviez vu tout le temps, on a fait que se retrouver à l'international pour rechercher du crédit pour notre pays. Oui. Et on a travaillé à la signature de notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'on se lève et on dit qu'on veut tel nombre de milliards, le Bénin se retrouve facilement dans cette posture-là. Parce que la compétence sur le plan de la gestion économique, sous l'ère du président, a pu avoir un impact assez considérable. Troisième indice, c'est la vision pour la démocratie. Vous aviez constaté, hein, au début, avec l'arrivée du chef de l'État, les 2 premières années ou les 3 premières années, il n'y a pas eu de difficulté en termes de gestion de la démocratie. On parlait très bien de la démocratie, mais après, il y a eu des défis auxquels nous avions été confrontés en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, par exemple, la liberté d'expression et tout ce qui va avec, les corollaires. Ben, là, on est tous revenus encore sur le principe de la conférence nationale. Il faut forcément continuer par faire la promotion des actes de la conférence. Il faut forcément le faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a trébuché. Mais après avoir trébuché, quand on a pu faire les analyses, on s'est rendu compte que ça ne permettait pas à notre pays de se faire davantage respecter à l'international. Donc, il faut forcément faire respecter les principes démocratiques. Et donc, par conséquent, celui qui doit remplacer le président Patrice Talon doit avoir celui qui doit continuer la dynamique. Celui qui doit continuer la dynamique, si c'est toujours la mouvance présidentielle qui maintient le pouvoir d'État, il faut que ce chef d'État puisse avoir une vision assez claire de la démocratie. Il ne faudrait pas qu'on passe d'une vision claire au départ et qu'il y ait de balbutiements après et qu'on commence par aller à tâtons. D'accord. Et quatrième élément, c'est la capacité à fédérer. Ça, c'est très important. Quand on prend la société civile, quand on prend les confessions religieuses, il faut pouvoir écouter toutes ces parties-là, parce que c'est des parties intégrantes de l'État. Donc, même l'opposition. Quand vous avez une opposition, on est dans un régime démocratique et l'opposition a sa part de contribution. Que ce soit quelqu'un capable d'accepter l'audit du fichier électoral dans les prochaines années. Non, ça c'est même rien. Au-delà. Ah, c'est important. Ce n'est pas évident. Quand je dis que ce n'est plus rien, c'est pour vous dire qu'on a déjà dépassé cette étape-là. On ne verra pas encore un chef d'État aujourd'hui qui puisse refuser qu'on fasse, par exemple, l'audit du fichier électoral. Parce que quelqu'un l'a déjà fait avant lui. Parce que quelqu'un l'a déjà fait. Voyez-vous, les Béninois doivent se battre pour dire attention, nous, on a déjà dépassé cette étape-là. Oui. Donc, il ne faudrait pas nous amener en arrière. Donc, par conséquent, le chef de l'État doit être aussi en mesure de fédérer. S'il n'est pas quelqu'un qui arrive à fédérer les énergies, s'il n'est pas en mesure de parvenir à écouter chaque concitoyen et se dire « Ah, voici ce que mon peuple veut », ça va être difficile. Cinquième indice pour moi, c'est l'ancrage local et international. On ne peut pas développer le Bénin que nous avons aujourd'hui en autarcie. Il faut qu'on puisse s'ouvrir au reste du monde.
il faudrait qu'on puisse s'ouvrir à nos États voisins. 6e indice, c'est la sensibilité aux enjeux sociaux. Il y a plusieurs débats qui se font sur les chaînes de télévision, en l'occurrence sur ADN TV, où on parle du volet social, de la gouvernance d'État. Quelle est la capacité de ce chef d'État-là à mettre le volet social au cœur de son programme d'action? S'il n'est pas en mesure de mettre effectivement en place une stratégie assez dynamique qui permette aux populations de se dire nous vivons le social au cours de sa mandature, ça va être une erreur fatale. Et puis le dernier indice, c'est l'engagement en faveur de la durabilité. Durabilité parce que à la date d'aujourd'hui, quand on part de 1960 et qu'on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'avancées significatives. Ces avancées significatives-là, on doit pouvoir continuer. On doit se retrouver dans la même dynamique. On doit chercher à faire mieux. On ne doit pas avoir un chef d'État qui se fait élire et du jour au lendemain va commencer par nous présenter encore des infrastructures qui ne sont plus de qualité. Regardez les infrastructures routières que nous avons à la date d'aujourd'hui. Le Bénin est pratiquement le 5e en termes d'infrastructures routières en Afrique. Et donc, on ne va pas regresser. Voyez-vous? Donc, pour moi, si on arrive à avoir, même à défaut d'avoir les 7 indices réunis pour une personnalité... Si on a au moins 5? Même si on a 5... Même 4? Disons 5. On peut parce qu'il faut demander... à gagner progressivement les autres. Exactement, on peut espérer. Et le travail doit se faire au niveau des partis politiques. C'est important. Parce que, voyez-vous, on a... Pour finir avec le sujet, oui. Est-ce-vous d'accord avec la chute de Stéphane, que l'on pense à la possibilité de quelqu'un qu'on pourra parachuter? Moi, je doute fort qu'on se retrouve dans ce schéma-là. Ouais. Je pense pour ma foi, que le prochain chef d'État, en tout cas pour ce que je vois, le prochain chef d'État est sur le territoire béninois actuellement. Il fait partie de tous ceux qui ont travaillé aux côtés du chef de l'État et il suffira juste un peu plus d'attention et les jours à venir, on le connaîtra. Ça élimine Lionel Zinsou donc? Oui, naturellement, puisque Lionel Zinsou ne s'est pas retrouvé à travailler autour du chef de l'État. C'est vrai que ces derniers jours, il y a des appels de pied. En sous-marin? Il y a des appels de pied, je préfère le dire de cette manière-là. Il y a des appels de pied. Peut-être des contributions à la bonne marche de la nation. Non, mais tout citoyen contribue à la bonne marche de la nation. On a vu Lionel Zinsou se retrouver, par exemple, à recevoir au nom du ministre d'État de l'économie et des finances un prix à l'international. Tout ça, c'est une façon de faire un appel de pied. C'est une approche méthodique de participation au rayonnement du Bénin. On a vu par exemple le président Patrice Talon se déplacer pour se rendre au musée de la Fondation Zinsou. Pourquoi vous voulez m'empêcher de dire Pourquoi vous voulez m'empêcher? Je préfère approche méthodique à la participation au rayonnement de la République. Pourquoi vous voulez m'empêcher? Je ne vous empêche pas parce que vous l'avez déjà dit. Alors, je voudrais aller mieux. Et les téléspectateurs l'ont entendu. Au-delà du fait que j'ai vu le chef de l'État se rendre, par exemple, au musée de la Fondation Zinsou, un musée qui appartient à la famille Zinsou. Mais les élections sont terminées. Je n'ai jamais dit le contraire. Oui, vous connaissez la chamaille politique est terminée depuis 2016. Je ne parle pas du tout de chamaille politique, mais je vous parle de ce qui se prépare sans aucun doute, puisque là, on est en train de travailler. Rien ne se prépare puisque dans vos indices, il n'est pas sur le territoire. Je dis on est en train de travailler. On est en train de travailler à voir le dauphin. Et qui vous dit que Lionel Zinsou n'est pas dans cette dynamique-là de vouloir convaincre le chef de l'État pour qu'il soit qu'il n'est pas sur le territoire. Donc, on ne peut pas le compter en suivant votre critère. Mes critères l'éliminent. Mais la Constitution lui concède le droit de se retrouver dauphin du chef de l'État. Et par conséquent, lui, il a la possibilité de convaincre le chef de l'État pour que le chef de l'État, à son tour, travaille avec les partis politiques à le positionner. Merci. Si vous n'avez pas un mot à dire, on va passer à un autre sujet. C'est vrai que, oui, Hector a relevé en tout cas, a énuméré des critères. Je veux relever deux choses. La première chose, c'est que il y a les partis politiques qui ont leurs critères aussi.
il y a le chef de l'État qui a ses critères. Il y a le peuple qui a ses critères. Voyez-vous. Ah, le peuple, ce n'est pas lui qui positionne le candidat Non, sur non, non, une non. liste. Ça dit que le chef, le chef On de ne l'État... va pas consulter le peuple pour positionner le candidat sur une liste. Suis-moi, suis-moi. Ou du moins, s'il te plaît. D'accord, je vous suis. Et elle dit que le chef de l'État a ses critères. Ces critères vont lui permettre de proposer des candidats aux formations politiques. Les formations politiques ont leurs critères qui vont leur permettre de faire une synthèse et de nous sortir des candidats. Le peuple a ses critères pour valider ces candidatures-là à travers les élections. C'est ce que je voudrais dire. Maintenant, je voudrais ajouter en deuxième élément que il y a, au-delà des critères qui sont évoqués là, on doit comprendre que ça dit que diriger un pays, ce n'est pas une chose aussi aisée. Parce que cela met en corrélation trois éléments. Parce qu'on a beau avoir des critères, mais il faut tenir compte de ça là aussi. Nous avons l'idéal de la formation politique. On a l'idéal de la formation politique. On a la personnalité du politique, de l'acteur politique. Et on a le pouvoir politique. Ça fait trois éléments qui, mis ensemble, contribuent, en tout cas, ont un impact direct sur la population. Donc, il faut tenir compte de cet assemblage-là quand on fait les critères. Parce que les critères, c'est juste pour faire des choix. Mais là, face à la réalité, il y a ces trois éléments-là qui peuvent faire que l'individu qui, répondant initialement aux critères, peut être en porte-à-faux ou être totalement aux antipodes des critères pour lesquels on l'a mis là. Autrement dit, le choix de Lionel Zinsou en 2016, par exemple, ne répondait pas à ces critères. Je trouve bien, ne répondait pas à ces critères. Que ce soit en 2026... On verra bien, on avisera. On avisera. D'accord. Bon, cela dit, nous allons passer à un deuxième sujet qui concerne donc le code de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui a été toiletté par le bureau de l'ODEM en place avec à sa tête M. Ahotondi, son prénom, M. Ahotondi, Vital Ahotondi, le président Vital Ahotondi, avec autour de lui un bureau quand même très dynamique, il faut le reconnaître, un bureau dont je connais quelques membres. Je pense par exemple à docteur, notre ami qui est à Canal 3 et qui fait la matinale. Vous savez de qui je parle? Tanguy Agoyi. Docteur Tanguy Agoyi. Je pense à beaucoup d'autres personnes qui font partie de ce bureau, notamment notre ami Tchomakou, Adrien Tchomakou, et beaucoup d'autres de l'URTB. Je les ai vus une fois en réunion, j'ai reconnu des têtes. Et voilà, aujourd'hui, donc, nous avons le code qui a été toiletté. Est-ce un souffle pour notre corporation? Nous allons suivre cet élément et revenir pour prendre vos avis avant de clôturer cette émission. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a initié la révision du Code de déontologie et d'éthique des médias afin de s'adapter aux nouvelles réalités des médias au Bénin. Le nouveau document a été présenté ce vendredi aux acteurs du secteur. Il met entre autres l'accent sur la lutte contre la désinformation et prône l'inclusion et le genre. De 26 articles, le code passe désormais à 33 articles. Le nouveau code passe à 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits. Il existe désormais un petit glossaire pour clarifier la sémantique de certains usages journalistiques et juridiques. Enfin, 12 directives viennent appuyer et canaliser certaines pratiques courantes au sein de la profession. Le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité de la désinformation, la mésinformation et la malinformation depuis le glossaire jusqu'aux directives. Les médias en ligne sont davantage responsabilisés sur les contenus proposés et sur la gestion des commentaires induits par les publications médiatiques. Le nouveau code insiste sur la protection des mineurs, surtout en termes d'image, article 15. Le nouveau code a insisté
sur la confraternité. Le nouveau code a également insisté sur la délicatesse du journalisme en ligne. La femme journaliste et les professionnels des médias et des professionnels à besoins spécifiques ont bénéficié de l'attention du code. Le code n'a pas occulté la sécurité et la protection du journaliste dans son travail. Enfin, une innovation du code aussi est l'installation des comités éthiques et déontologie dans les rédactions. Le code de déontologie s'intitule désormais Code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin. Cette actualisation du code est actée par décision DAS numéro 2025-001/AS du 21 février 2025 portant actualisation du code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin, lu à l'occasion par la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature et abroge toute disposition antérieure contraire. L'Assemblée spéciale et l'ODEM prévoient de parcourir bientôt les divers départements pour informer, former et engager les professionnels des médias sur les nouveaux principes. Une tournée des institutions de la République sera également faite pour la transmission du nouveau code aux autorités nationales. Alors, je retourne sur ce plateau, je vous donne la parole, vos appréciations. Est-ce un souffle pour notre profession? Oui, je trouve que c'est un souffle, et il faut déjà féliciter ces acteurs-là, en fait, le président et son équipe, qui ont quand même fait un travail assez remarquable. Et il faut relever trois choses. La première chose, c'est qu'il faut déjà décrire le fait qu'il n'y a pas eu assez d'engouement des acteurs, des professionnels des médias pour accompagner cette initiative, parce que il ne faudrait pas qu'on soit des cordonniers mal chaussés. On est là pour les autres, mais quand il s'agit de ceux qui nous concernent, on disparaît. Et ce n'est pas vraiment intéressant. C'est pour cela que le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est vrai, le document est fait, et vu que beaucoup d'acteurs, beaucoup de professionnels des médias ne se sont pas impliqués dans la chose, la seconde bataille qu'il faut mener maintenant, c'est la sensibilisation. Il faudrait pouvoir travailler à ce que ce nouveau code-là soit vraiment internalisé, compris par les acteurs, par les professionnels des médias. Il faut savoir que c'est un code qui aujourd'hui répond aux défis du moment, et surtout que nous migrons progressivement vers les nouveaux médias. Donc il faudrait pouvoir ajuster les choses de manière à ce qu'on soit à la pointe de la technologie, et que ce que nous faisons soit quand même répondre aux normes et aux critères du moment. Aujourd'hui, quand on lit le glossaire, c'est quand même clair, hein, des informations, mésinformations, tout ça là. Et donc, il faudrait que ça va vite. Ce n'est plus à l'époque où des papiers où, bon, maintenant là, tu fais un hic, tu cliques, c'est-à-dire que ça va très vite. Donc, on doit vraiment faire attention. Et donc, j'invite les acteurs des médias à pouvoir faire ce travail-là, ce travail-là. Et il faut appeler à ce qu'il y ait vraiment des subventions, parce que l'ODEM a besoin de moyens pour faire ce travail-là. Il faut que s'il y a des structures qui peuvent accompagner ce travail-là, il faut que ces structures-là n'hésitent pas, parce que c'est quand même des moyens, une mission des moyens, dit-on. Et aujourd'hui, les moyens manquent vraiment aux professionnels des médias, surtout à des fêtiers comme l'ODEM, qui ont quand même une lourde responsabilité dans l'autorégulation. Dans l'autorégulation ou dans la régulation par les pairs, si vous voulez. Et donc, je trouve que c'est quand même important. Et il faut que les confrères travaillent à internaliser dans les rédactions. Après les conférences de rédaction, il faut que des articles soient lus et discutés au sein pour que ça soit vraiment compris et maîtrisé par les acteurs. Il y va de la professionnalisation, du sérieux dans le travail que nous faisons. Je sais que Hector... Est-ce qu'il faut des subventions pour ça là aussi? Pour que les articles soient lus et tout ça là. Il faut des subventions. Il faut des subventions. Et c'est pour cela, ça me permet de rapidement dire l'aide de l'État à la presse privée. Ça a été annoncé par le président. Et je trouve que
Ce n'est plus à l'étape d'annonce, hein, c'est très avancé. Non, c'est très avancé. Il a annoncé, les discussions continuent vivement que ça... Et que ce soit vraiment les organes qui sont reconnus, les organes sérieux, qui font un travail dans le sens du professionnalisme, qui bénéficient, qu'on ne travaille plus à la médiocrité. Voyez-vous, parce que accompagner la médiocrité, c'est œuvrer à la clochardisation des professionnels des médias qui savent faire leur travail. Il faut que désormais, dans notre corporation, les plus méritants soient à leur place. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit pour moi. Merci. Oumar, et autant pour moi. Apparemment, l'esprit d'Oumar plane dans le studio. Oumar, franchement, souvent c'est lui qui occupe cette place et Hugues est de ce côté. Donc le cerveau va chercher à chaque fois son prénom. Et le retrouve. Je voudrais commencer par dire félicitations à toute la presse béninoise pour ce magnifique outil mis à notre disposition et qui nous permet de pouvoir affirmer davantage notre identité en tant que journaliste. Je voudrais dire merci à tous les acteurs, tous les confrères qui ont travaillé, à tous les consultants qui ont travaillé à ce projet et qui a permis que nous ayons désormais le code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin. Voyez-vous, 33 articles, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Est-ce que c'est la quantité qui compte? Mais c'est le contenu, exactement, la qualité. Exactement. C'est un travail de qualité. Et quand mon confrère demande à ce que les institutions, les organismes puissent accompagner l'ODEM en termes de financement, c'est important. Parce que c'est vrai, le débat va se faire entre le directeur de publication, soit entre le rédacteur en chef et les autres confrères. Mais c'est toujours bien quand une équipe de l'ODEM ou quand une équipe de l'UPMB ou quand même des consultants indépendants sont identifiés pour faire le tour des rédactions en vue de les sensibiliser. Parce que demain, quand l'ODEM va vouloir sanctionner, l'ODEM pourra dire « Nous étions chez vous il y a 6 mois, nous sommes restés au niveau de votre rédaction pendant une période de 2 semaines à vous sensibiliser sur le contenu du code de déontologie et d'éthique des médias. Et pourtant, vous n'avez pas pu respecter le contenu de ces articles-là. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est capital de travailler à mettre les moyens financiers à leur disposition. Et puis, le moment est très bienvenu. D'accord. Avec la mandature de la RAC actuelle, il y a un travail extraordinaire qui se mène pour permettre à ce que l'on puisse effectivement dénicher, livrer du bon grain. D'accord. Et donc, si le code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin vient renforcer l'institution qu'est la RAC, ça veut dire que d'ici 1 an au plus, on pourra dire avec fierté, voici ceux qui méritent de porter le statut de journaliste et qui convenablement pourront bénéficier du fruit de leur profession. C'est le souhait que nous portons et je crois que nous sommes sur une très bonne route. Votre mot de la fin. Remercier tous les acteurs, demander surtout à nos compatriotes, à nos confrères de travailler à l'engagement de la paix. Nous sommes les premiers acteurs qui allons permettre à ce que nos politiques ou nos politiciens puissent s'inscrire dans une dynamique de paix. Pensons à l'avenir du Bénin et inscrivons-nous dans cette dynamique. Hugues Zogo, merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour vos analyses, vos contributions et même les conclusions étonnantes auxquelles nous avons abouti sur ce plateau. Je me retourne vers vous, Stéphane. Oui, je voudrais juste nous appeler, nous les professionnels des médias, à faire de ce nouveau code notre brevier qui comporte désormais les principes sacro-saints qui doivent régir l'exercice de notre profession. Chaque professionnel des médias doit pouvoir avoir ce code, l'encadrer comme ils avaient l'habitude de faire, l'encadrer, mettre ça dans sa chambre. Dès qu'il se réveille, il regarde. À la rédaction, on doit avoir... C'est la photo de sa mère? Oui. C'est la photo
C'est-à-dire que c'est la photo de sa profession, ça, si vous voulez. Dès qu'il se réveille là, il regarde, il voit. Dans sa rédaction, il se lève, il voit. Je trouve que si on le fait, ça va contribuer à booster le professionnalisme au sein de la corporation. Merci également pour votre contribution remarquable à cette émission. Madame, Messieurs, merci à vous pour l'attention, 52 minutes d'attention. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci de réagir également par rapport au sujet et sur nos différentes plateformes, sur YouTube. Vos commentaires, vos contributions sont les bienvenues. C'est grâce à vous que nous continuons le chemin. C'est grâce à vous que nous avons espoir que demain sera meilleur et que chaque jour on fera un peu plus. Marcel Yedo, merci. Merci à Gérard Roussa. Merci à Modeste Gondé-Kondi. Merci à Martin Toyissé. Bonne suite de nos programmes. Une fois encore, bonne fête à toutes les femmes du Bénin et du monde entier. À bientôt.